Et tout le monde se pose aussi des questions sur Volodymyr Zelensky. Figurez-vous, surtout après l'épisode d'hier, parce que on se souvient qu'il devait parler devant le Sénat américain par visioconférence et finalement il ne l'a pas fait. On n'a jamais vraiment su pourquoi. Alors aujourd'hui, il avait rendez-vous avec le G7 et là il a parlé et c'était pour lancer un appel aux Occidentaux. Écoutez. La Russie espère que l'an prochain, le monde libre perdra son unité. La Russie espère que les Américains et les Européens se montreront faibles et n'apporteront plus un soutien aussi important. Poutine pense que le monde libre ne pourra plus maintenir ses propres sanctions. Alors Catherine, on va s'arrêter sur toutes les pressions que subit en ce moment Volodymyr Zelensky, qui font penser que peut-être il pourrait craquer, parce que peut-être c'est ce qui s'est passé hier, vraiment on ne sait pas du tout. Il n'y a pas de raison à cette annulation, mais incontestablement ça a semé un certain trouble. Ça a semé un certain trouble parce qu'effectivement, souvenez-vous, aujourd'hui on a su qui était la figure à la une du journal Time, et c'était il y a un an, c'était Volodymyr Zelensky justement, et quand on voit ce qu'il représentait il y a un an et aujourd'hui, effectivement, les faiblesses qui sont les siennes, parce qu'on sait qu'il y a une rivalité avec son chef d'état-major, parce qu'on sait que les Américains effectivement, ne sont pas très allants maintenant pour continuer à soutenir l'Ukraine, en tout cas pas les républicains. Il y a le maire de Kiev qui a dit des choses extrêmement désagréables aussi sur lui. Donc, on comprend que Volodymyr Zelensky puisse à un moment craquer. Est-ce que c'est la raison pour laquelle hier il ne s'est pas exprimé par vidéoconférence devant les sénateurs américains? C'est aussi, dit-on, parce que justement, comme les élus américains étaient tous en train de se hurler dessus, de toute façon, voilà, il y en a même qui sont sortis de la salle. Enfin, c'était du grand barnum. Oui. Ça a été très, très, très chaud. Sur l'Ukraine, justement, sur les fameux 60 milliards que Joe Biden veut récupérer pour l'Ukraine et dont les républicains ne veulent pas entendre parler, en tout cas pas dans ces circonstances-là. Donc c'est vrai que c'est un moment de grande fragilité quand même pour le pouvoir ukrainien. En plus, il y a ces femmes, ces mères de soldats ukrainiens qui demandent justement que les hommes qui sont sur le front depuis bientôt 2 ans puissent revenir. Il y a tout un tas de pièces du puzzle qui sont en train de se mettre en place qui pourraient effectivement quand même faire croire que Volodymyr Zelensky aujourd'hui est fragilisé. Donc c'est aussi pour ça que Vladimir Poutine, à l'opposé, était tellement rayonnant aujourd'hui dans son voyage dans le Golfe. C'est ce que Sylvie Kaufmann appelle la tempête parfaite qui serait en train peut-être de s'abattre sur Volodymyr Zelensky en ce moment. Et on va retrouver justement Hélène Bonnet pour en parler en Ukraine avec cette intervention du président Zelensky. On parle du G7 là. Est-ce qu'il a mis de côté un peu les doutes qui commencent à s'accumuler ces derniers jours ? Il y a bien une crainte au sein de la classe dirigeante ukrainienne, et bien sûr c'est ce qu'on comprend quand on écoute les propos de Volodymyr Zelensky face au G7 lorsqu'il explique que Vladimir Poutine mise sur un effondrement de l'aide occidentale. Et puis les journaux ici parlent évidemment des bisbilles entre démocrates et républicains et de la façon dont cela pourrait affecter le cours de la guerre. Pour autant, il y a eu très peu de commentaires aujourd'hui, en tout cas dans les médias ukrainiens, sur le fait que Volodymyr Zelensky a annulé hier son intervention face au Congrès. Ça a donné quelques lignes très factuelles dans quelques articles sur Internet, mais ici ce n'est pas le sujet qui fait la une de l'actualité. Et puis on sent que les Ukrainiens, ils sont attachés à cette aide de leurs alliés, qu'ils savent très bien que dans le temps cette aide peut s'essouffler. Ils le sentent déjà en quelque sorte, et bien sûr il y a une inquiétude, mais à aucun moment pour l'instant ils n'imaginent que cela puisse devenir plus concret. Alors on a par exemple parlé il y a quelques jours avec un ancien combattant, lui nous a dit mais de toute façon, même s'il y a un changement de président, la Russie reste l'ennemi des États-Unis, et il ne voyait pas comment l'Amérique pouvait changer de cap dans sa politique étrangère de façon aussi radicale. Ce que l'on comprend quand on écoute les Ukrainiens, et que c'est sans doute aussi lié à la communication de leur gouvernement, c'est que pour l'instant, ils n'imaginent pas perdre ce soutien financier, en tout cas pas dans les jours, dans les semaines qui viennent. Merci Hélène Bonnet, merci Vincent Wartner. Alors Didier, il tente bien sûr de reprendre la main. Volodymyr Zelensky, le peut-il encore là ? Honnêtement, je pense qu'il a toujours la main. Le vrai problème, c'est pas Zelensky de savoir s'il va reprendre la main ou pas. C'est quelle stratégie pour l'Ukraine. C'est ça le sujet aujourd'hui. Et c'est pas que pour Zelensky. C'est la question qui se pose à Zaloujny, c'est la question qui se pose à l'Europe, c'est la question qui se pose à l'Occident.
grosso modo, la première phase de cette guerre, qui était d'empêcher la Russie d'envahir Kiev et de faire de ce que rappelait Dominique tout à l'heure, de faire de l'Ukraine un pays en fait soumis, a été perdue. La seconde phase de la guerre, qui consistait à libérer les territoires occupés par la Russie, et particulièrement la bande côtière qui relie la Crimée à la Russie, a été perdue. C'est la fameuse contre-offensive. Donc on est rentré dans une troisième phase de ce point de vue-là. Cette troisième phase est caractérisée par une interrogation des Ukrainiens sur quelle stratégie militaire adopter, puisque même s'ils se mettent en défensive, puisqu'ils n'ont pas les moyens de poursuivre la contre-offensive. Même une défensive demande quand même des moyens. Donc on défend où, à quel endroit, avec quel type, voilà. Est-ce qu'on défend ferme, sans esprit de recul, comme on dit, sur l'ensemble du front, sur le 1200 km? Est-ce que on décide finalement que le saillant d'Avdiivka, ça vaut pas le coup, on se met plus loin? Enfin, c'est des tas de choses comme ça qui doivent être décidées aujourd'hui. Comment on va passer cet hiver et comment on se reconfigure pour la suite? Le chef d'état-major des armées, le général Zaloujny, a expliqué qu'en l'état, il n'était pas capable de repasser à l'offensive et se poser des questions même en défensive. Lui, il estime qu'il faut un vrai choc et un vrai changement de stratégie, parce que la technique aujourd'hui, le fait que les drones soient partout et le fait que tout soit vu, empêche la surprise stratégique. Et donc il est obligé de retrouver une réorganisation de son armée et une nouvelle stratégie. Ça ne se trouve pas en 2 secondes 50, ça ne se trouve pas sous les pieds d'un cheval. Et par ailleurs, l'Ukraine dépend de l'aide que peuvent lui donner les Occidentaux. Or là, il y a deux gros problèmes. Il y a le fait que l'Europe n'est pas au rendez-vous. On avait promis, ils ont besoin d'1 million d'obus par an. On leur en avait promis 1 million, on leur a donné 300 000. C'est quand même un sujet. Le deuxième problème, c'est que leurs meilleurs fournisseurs, qui sont les États-Unis, sont aujourd'hui à la peine. Il reste, d'ici à la fin de l'année, 4,8 milliards de dollars d'attribution au président américain pour donner des armes et 1,1 milliard de dollars pour reconstituer des stocks. Ça veut dire 6 milliards d'ici le 31 décembre. Il y a besoin, pour pouvoir continuer, d'avoir les 61 milliards. Aujourd'hui, le Congrès n'est pas capable de le voter, et donc ils ne peuvent pas dire aux Ukrainiens ce qu'ils sont capables de leur donner. Donc le sujet aujourd'hui pour les Ukrainiens et pour les Occidentaux, c'est est-ce que l'on est prêt, alors que on sait, les Russes aujourd'hui se sont organisés, certes pas pour être capables vraiment de reprendre totalement l'initiative ou de gagner, mais pour tenir, et ça leur suffit en attendant les élections, au moins jusqu'en 2026, 2027, 2028, vu ce qu'ils sont capables de produire à ce stade et vu ce qu'ils ont acheté à la Corée du Nord et aux Iraniens. Donc c'est ça le sujet, c'est quelle stratégie l'Ukraine et les Occidentaux, qui sont de leur profondeur stratégique, sont prêts à mettre en œuvre. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pas un sujet simple et qui n'est pas qu'un sujet pour Volodymyr Zelensky, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors ce blocage politique américain pourrait-il trouver une issue? Écoutez ce qu'a dit Joe Biden il y a quelques minutes. Le Congrès doit prendre position sur les fonds qui sont destinés à l'Ukraine. Et je crois qu'il est étonnant que nous en soyons arrivés à cette situation de blocage. Je ne crois pas que le Congrès soit désireux de donner à Poutine ce qu'il attend et d'abandonner notre leadership mondial. Il ne s'agit pas que de l'Ukraine, il s'agit de ce qu'il y a après aussi. Général. Oui, alors c'est très intéressant de remettre le sujet sur la table, c'est-à-dire d'une certaine façon, même si c'est Trump qui gagne, c'est le problème de leadership des États-Unis qui est en jeu. Et donc c'est le discours qu'il adresse bien sûr aux parlementaires américains. Pour revenir sur ce que disait Didier il y a 5 minutes, je crois que globalement, aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas le choix. Elle doit revenir en position défensive. Si vous voulez, il faut bien se souvenir des phases qui ont été étudiées. L'offensive russe qui a échoué, l'offensive ukrainienne qui a réussi, entre le mois d'août et le mois de novembre. Kherson repris, le nord-est enfoncé. Et là, le président Zelensky, je trouve, avait raison. En fait, il aurait fallu lancer l'offensive à ce moment-là. C'est-à-dire profiter tout de suite de l'élan et surtout du fait que les Russes n'avaient pas installé leur position défensive. Maintenant, ils ont installé leur position défensive et on voit bien depuis le mois de juin qu'on n'arrive pas à l'enfoncer. Donc, à mon avis, compte tenu des moyens à la disposition des Ukrainiens aujourd'hui et de la capacité des Russes de remonter en puissance, il n'y a pas 36 solutions.
il faut s'installer en défensive avant de trouver une option qui est à chercher, mais qui est à chercher dans le temps, pas maintenant. Et donc, je crois que c'est difficile de faire le deuil de cette offensive qui a raté. C'est un peu ça. Et donc, il faut en faire le deuil. Et dire maintenant, OK, et revenir... J'en reviens toujours là, parce qu'on parle, Poutine est en train de gagner, l'Ukraine a perdu. Non, je rappelle que Poutine a perdu. Il voulait prendre Kiev, il voulait prendre l'Ukraine. Et ça, et la côte sur la mer Noire. Et ça, il a perdu. Et il ne le gagnera pas. Et donc, aujourd'hui, il faut être sur la défensive. Le problème, j'entendais précédemment parler de... Ben oui, mais alors on fait quoi après ? On négocie, mais Poutine ne veut pas négocier. Et Poutine, l'état d'esprit qu'il a aujourd'hui, à mon avis, ne le conduit pas à négocier. Mais où sera-t-il dans 6 mois ? Dans 8 mois ? Le discours de Biden, c'est ça. C'est suprématie américaine. Et donc, dans le temps, même si ce n'est pas nous qui sommes là, il faut prendre ce sujet-là en compte. Catherine, tout à l'heure, je demandais à Didier, est-ce que Volodymyr Zelensky peut reprendre la main ? Mais est-ce que Joe Biden peut reprendre la main, lui, dans le cadre de cette bataille qui est très rude en ce moment, pour essayer d'accorder encore quelques milliards pour l'Ukraine ? Alors, il est habitué du compromis, quand même. Il en a négocié beaucoup par le passé. Mais il a déjà essayé sur l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il avait, comme il sentait que les Républicains ne voulaient pas voter cette fameuse enveloppe pour l'Ukraine, il avait décidé d'en faire une plus large, dans laquelle il mettait de l'aide à Israël, de l'aide pour lutter contre les migrants à la frontière mexicaine et même des allègements d'impôts en disant aux républicains, voilà, il y a l'Ukraine, mais j'ai mis tous les autres sujets qui vous tiennent à cœur dans cette enveloppe, donc votez. Qu'ont fait les républicains ? Ils ont sorti le budget pour Israël et ils n'ont pas voté le reste. Et donc, ils n'ont pas voté les fameux milliards pour l'Ukraine. C'est pour ça qu'on sent dans le discours là, de Joe Biden, effectivement, ce que rappelait le général. Du coup, il met en exergue la puissance américaine parce qu'il se dit que cet argument-là peut plus parler au cœur des républicains, si j'ose dire, que le fait d'aider l'Ukraine, d'être dans un énième conflit, parce que évidemment, les derniers conflits dans lesquels ont été les Américains n'ont pas été synonymes de grande victoire. Donc, ce n'est pas le discours en fait qui peut marcher avec les républicains. Donc là, il essaie de sortir un peu son atout, qui est en plus, c'est sur le terrain de Donald Trump, Make America Great Again, etc. Donc, parler de la puissance américaine aux républicains, ils ont quand même une oreille plus attentive. Mais il n'empêche que, d'après ce qu'on dit dans les cénacles autorisés, n'est-ce pas, c'est que Joe Biden pense vraiment qu'il va obtenir le vote pour l'Ukraine d'ici la fin de l'année. Oui, donc, dans les jours et les semaines qui viennent. Oui. Mais ça dépendra effectivement de la volonté ou pas des républicains de le torpiller complètement. Et il y en a besoin, parce que honnêtement, même pour passer en défensive, aujourd'hui, il y a quand même un sujet. C'est-à-dire que quand on le voit sur Avdiivka, donc les Russes sont passés ont repris l'initiative sur l'ensemble du front. Il y a à peu près 6 lieux extrêmement chauds entre Kupiansk, Bakhmout, vers autour de Klishivka et Romovki, plus Avdiivka et même au sud, où ça grignote quand même. C'est-à-dire que l'offensive russe grignote. Et ça grignote parce qu'il n'y a pas assez d'obus. Et donc, même pour la défensive, il faut des obus. Et aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Et c'est pour ça que les Ukrainiens sont en train de commencer à perdre des premières lignes. Donc, faire attention à ça, ça ne peut pas non plus durer éternellement, cette affaire. Il y a l'inquiétude sur les moyens américains, mais il y a une inquiétude aussi de plus en plus sur les moyens européens, figurez-vous. Parce qu'il y a un sommet prévu la semaine prochaine qui devait entériner une aide de 50 milliards d'euros. Sauf que l'unanimité n'est pas là. Il y a un certain Viktor Orban qui dit « pas question, écoutez ». Je pense que nous avons besoin d'un cessez-le-feu au lieu d'une guerre. Nous ne devrions pas financer cette guerre, mais un cessez-le-feu et ensuite la paix. Si nous voulons dépenser de l'argent en Ukraine, nous ne devrions pas le dépenser dans la guerre, mais plutôt pour la paix et pour un cessez-le-feu. Cela, c'est notre position. Voilà, donc c'est ce que dit Viktor Orban, qui dîne demain soir avec Emmanuel Macron. Est-ce que le président français peut le convaincre de changer d'avis ou pas ? Écoutez, depuis le début de la guerre, il a toujours changé d'avis. Oui. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a toujours eu un vote. Et ça dépendait de ce qu'on lui offrait. Et donc le problème, c'est qu'est-ce qu'on va lui offrir pour qu'il puisse voter. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être inquiet, mais je pense que l'Europe, depuis le début, a fait ça. Et si vous voulez, j'entendais aussi, alors le vote néerlandais, etc. D'abord, c'est pas fait. Je rappelle qu'il a que 32 députés sur 100 et quelques. Donc l'Europe, c'est toujours ça. Ce sont des discussions. Ben oui, mais c'est l'Europe.
Mais au bout du compte, depuis 20 mois, eh ben, les discussions ont toujours abouti à une décision européenne. Donc, et le président Macron fait bien de le recevoir, parce qu'il faut bien les traiter, il faut bien leur proposer quelque chose pour qu'ils votent dans le bon sens. Et donc, naturellement, comme à chaque fois, monte les gros bras et pour sa population à lui, et puis, au bout du compte, ça se termine par un vote. Alors, je ne dis pas que ça va se terminer comme ça, je l'espère. Alors, pression du côté des États-Unis, pression encore en Europe, et puis alors pression du côté de l'OTAN. Regardez ce que dit un haut responsable militaire européen à l'OTAN. Il faut gérer Zelensky, le faire revenir de sa posture un peu jusqu'au boutiste. Personne ne dit ça officiellement, mais c'est un peu ce qui se prépare. Et bien sûr, il ne le dit pas face caméra, on n'est pas dans de l'officiel. Zelensky jusqu'au boutiste, est-ce que vous le pensez? Mais est-ce que c'est surtout effectivement la musique qui monte dans les états-majors? Ça fait un moment qu'on dit que le plus difficile, ça va être, je reprends la formule que j'ai entendue à plusieurs reprises, c'est de faire atterrir Zelensky. Parce que au début, souvenez-vous, au début de la guerre, il était d'accord pour négocier avec la Russie sur le Donbass, il était d'accord pour laisser 10 à 15 ans de négociations avec les Russes sur la Crimée, et puis après, tout s'est inversé avec la victoire de Kherson, la victoire de Kharkiv, tout ce qui a fait rêver les Ukrainiens en premier et leurs alliés avec eux sur une victoire possible et rapide, surtout de l'Ukraine. C'était ça l'idée, c'est que ça allait aller assez vite. Et du coup, maintenant, pour Volodymyr Zelensky, effectivement, c'est quand même très difficile, ne serait-ce que par rapport à son peuple, de complètement rétro-pédaler en disant bah non, finalement, voilà, on va négocier et puis on va revenir à il y a presque 2 ans en arrière. C'est pour ça que c'est difficile, aussi pour des raisons de politique intérieure ukrainienne. Et donc, c'est difficile aussi pour les alliés de l'Ukraine parce que, d'après ce qui se dit aussi, c'est qu'avec toutes ces forces contraires en ce moment qu'on sent au plus haut sommet de l'État ukrainien, tout le monde ne dit pas la même chose et tout le monde ne demande pas non plus en aide la même chose. Donc ça devient plus difficile à lire. Mais c'est pour ça que Volodymyr Zelensky, sa manière à lui de s'en sortir, c'est d'obtenir l'aide de ses alliés parce que là, il pourra un peu faire taire les divisions et redonner de l'espoir et à son armée et à son peuple.